Merci, bonsoir. On ne fera pas le double, hein, on va se partager le temps. Donc, je suis élu d'Annemasse Aglo, et je suis vice-président au SM3A, dont le président interviendra tout à l'heure. Donc, c'est un peu à ce titre-là que j'interviens aussi. L'eau, alors de manière très, très simple, c'est assez éblouissant. Je n'ai pas l'habitude d'être sous les sunlight. Elle tombe, l'important, c'est d'abord les précipitations. Et donc, elle tombe essentiellement sur les Voirons, sur le Salève, où il y a eu une étude partagée avec la CCG, le côté Annemasse, Régnier et Cruseilles, pour étudier le parcours de l'eau dans le Salève. Il y a sous l'égide du SME, du syndicat du Salève, il y a quelques années. Et donc, comme ça a été dit, l'important, ce sont quand même les ruisseaux et les rivières, et les nappes d'accompagnement. On l'a vu pour la nappe, à l'instant, pour la nappe du Genevois. Et on a un autre endroit où on puise l'eau, c'est dans le sillon de la Monoge, la rivière la Monoge. Donc on a les deux montagnes et les deux sillons de rivière qui nous permettent d'apporter de l'eau potable à notre agglomération, sachant que c'est les 12 communes qui sont dans la communauté d'agglomération et donc c'est géré en commun, c'est en régie, l'eau, la gestion de l'eau et de l'assainissement sur l'agglo. Juste un petit mot. Quand on parle de l'eau aussi, c'était évoqué un peu tout à l'heure, mais les zones humides sont importantes. Et donc, on a eu une étude sur Annemasse Aglo sur la connaissance des zones humides sur notre territoire. Et il faut absolument être attentif à ce sujet. Bonjour. Alors, du coup, nous, ce qu'on voulait un petit peu expliquer, c'est qu'à la ville d'Annemasse, les élus ont une attention particulière sur l'eau. C'est un territoire très particulier, très dynamique. Gabriel Deloscobos vous l'a expliqué, une démographie galopante qui a besoin de beaucoup d'eau. Et on voit ici la carte d'état-major de 1800, 20, 60. Et on voit, du coup, je ne sais pas s'il y a un pointeur. Bon, en tout cas, vous voyez des rivières, un petit peu de rivières. Vous voyez la Géline, pour ceux qui connaissent, qui est sur la droite de la carte et qui arrive sur Annemasse. On voit sur le mot Annemasse des ruisseaux aussi, donc quelque chose qui est quand même assez bien irrigué en eau, une place importante de l'eau. Et puis, on voit... Oh, non, je me suis trompée de bouton. La carte hygiène, déjà en 1950, voilà, ça se construit énormément et on voit que ces cours d'eau disparaissent. Pour la Géline, on la voit à ciel ouvert, elle est sur Vétramontou, et sur Annemasse, on ne la voit plus. Pareil pour les cours d'eau au Broa, et donc aujourd'hui, voilà. Donc l'image est éloquente. Le défi, enfin, en tout cas, voilà, il y a eu des problèmes sur l'agglomération, sur la gestion des eaux de ruissellement, de l'eau de pluie, parce qu'on avait urbanisé, etc. Donc la prise de conscience sur la gestion de l'eau de ruissellement, elle a été dans les années 80-84, et c'est l'agglomération, donc il y en a certains qui sont dans la salle qui l'ont connu, qui ont mis en place la gestion à la parcelle de l'eau pluviale. Donc au niveau des permis de construire, il y avait l'obligation du coup de créer des stockages pour tamponner, en tout cas réduire l'effet de ruissellement qui était accéléré avec ces voiries, ces constructions, etc. Aujourd'hui, on voit que ça a une limite parce qu'on vient finalement compenser l'urbanisation, mais on vient pas, et il y a eu des présentations précédemment finalement qui montrent que ce sont les solutions fondées sur la nature qui fonctionnent le mieux. Donc finalement, c'est pas forcément des ouvrages de compensation très hydrauliques qui vont le mieux fonctionner, c'est vraiment de redonner de la place à la nature en ville, qui va permettre de retrouver un cycle le plus naturel possible. Et du coup, en ville d'Annemasse, il y a des projets qui se dirigent un pas plus loin, finalement, avec la désimperméabilisation des sols. Donc l'objectif, c'est de réduire l'imperméabilisation pour que le sol joue son rôle. Le sol permet de stocker l'eau, on a les zones humides, on a voilà, toute cette frange de sol qui permet à l'eau de s'infiltrer, d'aller réalimenter nos nappes qui ont bien des difficultés. Oui, juste quelques exemples du coup de décision, et je ferai un focus uniquement sur la ville d'Annemasse. Il y a dans le PLU, on peut jouer sur cette question d'infiltration et de proportion espace bâti, espace vert. 40% lors d'une construction en zone pavillonnaire, 40% doit être réservé aux espaces verts. On a changé pour les immeubles en mars, la modification numéro 3 du PLU. Pour les immeubles, c'est passé de 40 à 60%
Quand vous construisez un immeuble, vous devez garder 60% du terrain en espace vert de manière à avoir la filtration au sol. Donc il y a ces évolutions du PLU qui essayent de peser un peu, sachant qu'on a une pression démographique énorme. Moi, je suis arrivé à Annemasse dans les années, enfin en tout cas dans les années 2008, il y avait peut-être un peu plus de 2000 demandes de logement en attente HLM. C'est passé à 3000, 4000, on doit être au-dessus de 6000, je pense maintenant, demandes non satisfaites pour être logées. Sur l'agglo, j'entends, les 12 communes. Donc on construit quand même, mais avec ces contraintes. Alors, 2-3 exemples aussi de politique municipale. Je pense que vraiment, dans la tête des élus et des techniciens, il faut être accompagné par des bons techniciens et techniciennes. Il faut vraiment travailler cette question de l'eau, ça devient vraiment un sujet essentiel. Si on ne veut pas avoir les deux courbes qui se croisent, la courbe démographique et la courbe de la quantité d'eau disponible. Et on est quand même en vrai souci, je pense à la fois sur la CCG et sur le comité d'agglo d'Annemasse, pas pour demain, mais dès maintenant si on veut prévoir ce cisaillement des courbes entre les besoins et les réponses qu'on peut apporter. Donc on a un parc qui était, je ne sais pas si ceux qui connaissent Annemasse, il y a 3 places quand vous arrivez au centre, place Libération, place des Commerces et ce qui s'appelait la place Clémenceau pour les voitures. Et en 3 ans, 2019, on a transformé cette place Clémenceau, ce parking, en parc, avec environ 60% de végétalisation. Et une noue qui permet d'assurer même des fortes pluies. Un autre exemple, c'est le parvis de l'église Saint-André. L'église, quand on arrive du pont des Trembières, quand on monte, c'est l'église qui est à droite. Et je regarde ma feuille parce que j'ai pas eu le chiffre en tête. Il y avait 1285 mètres carrés de parvis en enrobé. On a 983 de désimperméabilisés. Ça, c'est récent, c'est l'an dernier. C'est des exemples pour montrer que c'est un vrai souci maintenant et que dans tout ce qui est prévu dans une ville, il faut vraiment qu'on ait ça en tête, PLU, opération d'aménagement. Il va y avoir la piétonisation du centre-ville, je laisserai Isabelle l'expliquer en détail. Et on a des projets en cours d'étude. Bon, on a travaillé sur la désimperméabilisation partielle des cours d'école. On a fait une étude sur déjà 2 écoles et normalement, si tout va bien, cet été, la première école, le travail de la cour va être repris. Vous savez que Paris, par exemple, a ces écoles, ces cours oasis, je crois qu'ils appellent ça comme ça. C'est vraiment de permettre d'avoir davantage de végétalisation, d'avoir plus de fraîcheur. On a quand même beaucoup souffert à Annemasse l'été dernier en termes de chaleur pour une ville très dense. Et donc, on a ce plan qui va être en parallèle études, réalisation de travaux sur une école, et on va faire le tour des écoles au fur et à mesure. On a la renatation des cours d'eau du Brouat. Le Brouat, c'est près de l'Arve, là où il y a la clinique, peut-être privée. On a une étude qui a été faite sur les rivières. On va essayer d'améliorer la situation des ruisseaux. Il y a enfin un projet qui me tient à cœur, la Géline, qui a été évoqué, qui était visible sur la carte 1820-1860. C'est un petit cours d'eau, c'est un peu comme l'air à Saint-Julien en termes de débit. Voilà, c'est le trait ondulé qui ouin-oual, dit-on en Haute-Savoie, au milieu du côté droit, et qui va jusqu'à l'Arve, et qui a été busé après-guerre, détourné. Et je tenais beaucoup à ce qu'on puisse remettre à l'air libre cette géline. C'est un plus pour une ville. Ça a été difficile. Mais le mandat dernier, ça s'est un peu décanté avec la construction d'un écoquartier. Or, permettre de mettre la géline à l'air libre dans l'écoquartier, c'est vraiment une démarche qui complétait tout le projet d'écoquartier. Et on va essayer d'avoir d'autres portions à l'air libre jusqu'à là. Donc, c'est un vrai projet qui va mettre des années. Je ne serai plus élu, mais je sais que par exemple à Genève, il y a la Drise, sur lequel il y a le même projet. Je l'évoquais tout à l'heure avec le responsable. Ça mettra 10 ans, 15 ans. C'est très compliqué en pleine ville de pouvoir refaire passer une rivière. Et c'est vraiment un projet sur lequel on travaille et donc qui oblige toutes les constructions, tout ce qui est, on le pense maintenant avec ce plan de la géline qui va réapparaître à l'air libre. Juste pour finir, donc sur l'aire piétonne, comme évoquait M. Burniard, ce qui va être réalisé, c'est des aménagements avec plus de plantations, plus de bandes enherbées, des jardins de pluie permettant de stocker l'eau et de l'infiltrer, des pavés enherbés pour avoir des revêtements perméables ou semi-perméables, et puis des récupérations d'eau de pluie pour les services parcs et jardins.
Eh bien, un grand merci à la ville d'Annemasse. Merci Robert, merci Isabelle pour ces éclaircissements. On va passer maintenant à la communauté de communes du Genevois avec notre président Pierre-Jean Crast. Bonjour à tous. Je reprends quelques mots qui ont été donnés sur les conférences précédentes, notamment celle de Gabriel Doulos-Cobos qui a utilisé le terme château d'eau. Et avant de parler d'eau et d'assainissement, je voudrais quand même rappeler le contexte local. On a à la fois une chance immense d'être à côté du grand château d'eau de l'Europe, les Alpes, le lac Léman, bien évidemment. Donc nous sommes dans un territoire, y compris Annemasse, béni des dieux de ce point de vue-là, par rapport à même d'autres secteurs de Haute-Savoie qui ont plus de difficultés, mais peut-être qu'ils vont s'exprimer tout à l'heure. Donc on a à la fois cette chance, mais des menaces fortes du point de vue environnemental. C'est une croissance de la population, vous le savez, qui est quasiment leader en Europe, mais côté français, puisque si Genève péniblement arrive, le canton, l'État arrive à atteindre 1% de croissance, qui est beaucoup à l'échelle, par exemple, française, c'est 0,3. Eh bien, nous sommes sur des territoires régulièrement avec 3-4% de croissance par an. Et ça, sur le long terme, évidemment, ce n'est pas tenable. Donc mes prédécesseurs, moi je suis élu 2014, avaient pris un certain nombre de décisions, malgré le contexte très favorable, pour augmenter des capacités, pour répondre à des besoins de développement. Notamment, plusieurs stations d'épuration ont été créées, des forages ont été... le forage à Vulbins a été créé ici. Depuis longtemps, il y avait l'exploitation de la nappe du Genevois. Et donc, ces investissements ont été faits jusqu'en 2012-2013. Et en termes de stations d'épuration, il y a encore 15 ans, un certain nombre de communes étaient bloquées dans leur développement puisque l'assainissement n'était pas présent. Et ça semble ancien, enfin suffisamment ancien pour que dans la tête des gens d'aujourd'hui, avoir de l'eau au robinet en quantité et en qualité, et puis ne pas se poser la question de l'assainissement, ce soit devenu normal. Or, les choses ont changé depuis quelques années. Voilà, ce qui était devenu normal, de se dire l'eau, ça coule, on n'a pas de difficulté. Les choses s'accélèrent sur le cumul de la croissance de la population qui arrive à des seuils où on vit sur nos acquis en termes d'investissement, et puis des menaces de changement climatique et de pollution qui ont été évoquées par Gabriel tout à l'heure, notamment des pollutions perchlorates et des pollutions localisées chez nous sur le Genevois, notamment à Viry, avec des pesticides qui sont interdits depuis 15 ans mais qu'on retrouve dans l'eau. Donc ce contexte où on ne peut plus vivre sur nos acquis nous conduit à deux choses. D'une part, réaliser les investissements nécessaires pour viabiliser la situation existante, qui est plutôt bonne encore, notamment sur l'eau. Cet été, il y a eu certes des restrictions à l'échelle départementale, mais notre secteur a été particulièrement moins touché, notamment grâce à la disponibilité de la nappe d'accompagnement du Rhône qui est ici. Donc premièrement, investir pour se donner des marges de manœuvre, mais il y a quand même une réflexion qui avait été abandonnée depuis 15 ans puisque les investissements ont été faits, une nouvelle réflexion qui s'ouvre à nous depuis quelques mois, c'est d'identifier les secteurs qui pourront ou non se développer. Jusqu'à présent, la technique répondait à des besoins de développement. Aujourd'hui, eh bien, en fonction des capacités d'épuration du milieu, notamment des rivières et l'assainissement, eh bien, on va devoir dire sur certains secteurs, vous ne pourrez plus vous développer dans des proportions qui étaient situations précédentes. Donc sur notre secteur, on a de l'eau, Vulbins, la nappe du Genevois qui fonctionne avec les quotas, la réalimentation, etc. Et puis un forage à Collonges qui est marginal au niveau des quantités. On a des sources, ces sources donnent peu d'eau. Et puis, globalement, parce que c'est compliqué de les protéger et parce que tout prélèvement sur les ressources est contraire à tout ce qui a été dit en début d'après-midi sur l'alimentation des rivières, eh bien, on va plutôt spécialiser les nappes d'accompagnement qui fournissent. On a deux réseaux importants, un qui a été réalisé quasiment par nos ancêtres il y a plus de 40-50 ans, et puis un autre qui date, c'est celui-ci qui date des années 2012-2013, et qui permet d'aller chercher de l'eau au Rhône pour alimenter le territoire. Ça a été conçu aussi dans une époque où l'électricité n'était pas chère.
Et donc forcément aujourd'hui, eh bien, prendre de l'eau à 250-300 mètres d'altitude ici pour la faire monter à 850 mètres, pour la faire redescendre, eh bien, ça pose d'autres questions aujourd'hui avec l'inflation sur les prix d'électricité. La flèche. Voilà. Donc les enjeux qualitatifs sur l'eau d'abord. L'assainissement, il y a des enjeux aussi qualitatifs et quantitatifs, mais sur des territoires différents. Les sources sont sensibles aux nitrates. Oui, donc, et aussi notamment les sources du Salève. Dès qu'il y a des orages, c'est karstique, il y a du calcaire, et donc on réinjecte l'eau dans la rivière puisqu'elle n'est pas propre à la consommation. Sur les aspects bactéries, on a des chlorations qui jouent leur rôle. La nappe du Genevois, elle montre une très bonne qualité, sauf sur Viry. Alors, il y a une étude en cours avec nos voisins suisses sur l'identification en tout cas, le forage à Viry est bloqué depuis quelques années à cause de ça. C'est un fongicide qui est interdit depuis 2007, y compris en Suisse, mais dont on retrouve encore la trace dans les prélèvements. Et puis la pollution au perchlorate dont l'origine n'est pas encore clairement, enfin plus on cherche, moins on trouve en fait. Il y a un faisceau d'indices sur une origine, mais en tout cas, elle est là, cette pollution. Alors c'est pas très grave, hein, le perchlorate, je rentre pas dans les détails. En le diluant, il n'y a pas de difficulté. Mais en tout cas, on peut pas. C'est même, je crois, pas interdit en Suisse, puisque c'est des normes européennes. Je crois que les normes suisses, sauf si elles ont changé depuis peu, en tout cas, n'intégraient pas ça. Mais par précaution, Genève tire sur le lac pour ne pas être exposé à cette pollution-là. Et puis, sur l'eau du Rhône, on a une très bonne qualité. Au niveau quantitatif, Robert Beugnard l'indiquait, pas de crainte à court terme, mais probablement des craintes à moyen terme. Donc, on partage le diagnostic. Et l'objectif, c'est de sécuriser et fiabiliser la production et la distribution pour les 30 prochaines années, avec une hypothèse de croissance démographique maximum de 2% par an. Bon, l'année dernière, on a fait 0,5, puisque le Covid a bloqué un certain nombre de programmes, il y a des contextes internationaux. On ne souhaite pas aller à 2%, on souhaite se doter d'outils pour contenir la croissance démographique à 2%. C'est l'objectif qu'on se donne d'ici à 2025. Je pense qu'on va y arriver. Les communes, il y a une volonté forte d'y arriver. Et puis ensuite, 2% par an sur 30 ans, c'est absolument. Enfin, il y aurait des effets visibles. On les voit déjà sur les routes, la circulation, les services publics. Donc, c'est pas souhaitable d'être à 2% sur 30 ans. Et puis, un troisième enjeu qui est sensibiliser davantage la population aux enjeux quantitatifs, puisqu'on a constaté cet été qu'au moment où les restrictions étaient les plus fortes, arrêté du préfet, etc., on atteignait des pics de consommation. Autant les professionnels avaient pu adapter leur consommation, mais les particuliers n'avaient pas encore adapté leur consommation. Alors on doit certes renforcer la communication, on peut en discuter, mais les effets de promotion de pédagogique trouvent leurs limites quand même. Moi, je constate que, tout le monde peut constater que c'est depuis que l'électricité est chère et le gaz que miraculeusement la consommation a baissé de 10%. Et donc, pareil avec l'essence, le covoiturage a complètement explosé en début d'année depuis que l'essence est chère. Donc, je pense que les élus, on aura la responsabilité, au-delà de faire de la pédagogie, qui est très important, peut-être réfléchir à un effet prix selon le niveau de consommation, c'est-à-dire qu'un foyer moyen, alors avant on raisonnait 120 mètres cubes par foyer, maintenant on est plutôt à 100, 80, se dire jusqu'à 40, 50, 60 mètres cubes, c'est un certain prix, et au-delà ça augmente fortement, pour inciter les gens à faire attention. Donc ce n'est pas décidé, mais je pense qu'on n'aura pas le choix d'aller vers ce genre de mesures. Donc, ce qui est prévu dans les prochaines années, sur quelque chose qui est décidé, donc des forages complémentaires ici au Rhône, des maillages de réseau pour, en cas de casse, donner plus de chance à l'alimentation de certains secteurs. Gabriel de Los Cobos l'indiquait tout à l'heure, mieux coopérer avec nos territoires voisins, Annemasse-Agglo, Genève, pour éventuellement aller chercher une ressource au lac, et puis d'autres maillages. Et puis tout un travail aussi pour renouveler les canalisations. Chaque année, vous entendez dans la presse que 20% de l'eau est perdue. Alors elle n'est pas perdue pour tout le monde, elle retourne dans le milieu. Mais en tout cas, c'est de l'énergie, c'est des prélèvements qui sont inutiles puisque le rendement n'est que de 80%. Alors, on n'atteindra jamais 100%. Il faudrait des efforts financiers qui ne seraient pas du tout à l'échelle de nos moyens.
Donc en synthèse, ce qui a été validé début 2022, c'est un plan d'investissement sur le seul territoire des 17 communes de 45 millions d'euros sur 10 ans pour atteindre ces objectifs, un taux de renouvellement d'1%, fiabiliser les forages, le réseau communautaire et mettre en place l'usine de traitement qu'évoquait Gabriel à l'instant. Est-ce qu'elle va être en France, est-ce qu'elle va être en Suisse, à Soral, on verra bien, mais en tout cas, on travaille sur le projet. Sur l'assainissement, les enjeux sont à la fois quantitatifs et qualitatifs, mais avec des impératifs à court terme. En début d'après-midi, j'ai bien entendu, mais c'est un fait, hein, il y a des dépassements de certains éléments sur la station d'épuration de Nédan, notamment entre 2018 et 2021. Il y a eu des améliorations sensibles en 2022, donc on doit complètement la refaire, parce qu'en assainissement, on est toujours rattrapé par le milieu récepteur. Voilà. Lorsqu'on a accès au Rhône, c'est une facilité, mais tout le territoire n'a pas accès au Rhône. Juste quelques éléments de contexte. Saint-Julien et le Salève est raccordé à Genève. Les eaux usées vont à Genève. Il y avait une station d'épuration. On a vu le secteur tout à l'heure. Il y a une station d'épuration à Saint-Julien il y a 20 ans. Depuis, il y a des tennis couverts qui sont à la Paguette, qui sont sur cette station d'épuration. Et donc, à l'époque, nos prédécesseurs qui ont fait ce choix-là d'aller à Genève, c'était très probablement un bon choix, mais le taux de change était 1,50, 1,60. Et donc, forcément, aujourd'hui, quand pour faire la même chose, hors effet inflation, ça vous coûte 50 ou 60% de plus, vous posez des questions. Donc, tant que ça dure, eh bien, voilà. Mais c'est quand même un élément de contexte nouveau qu'il faut appréhender. Et le milieu récepteur, à Genève, c'est le Rhône aussi. Donc, à ce stade, les services industriels de Genève ne nous disent pas qu'il y a des difficultés, même si à Genève, il y a d'autres enjeux, notamment, quelqu'un l'évoquait dans les questions, sur les micropolluants, les médicaments, les résiduels de médicaments dans l'assainissement. Donc, secteur Saint-Julien-Salève, on n'a pas de difficulté. Sur le secteur du Vuache, on est aussi sur une station d'épuration à Chevrier qui va vers le Rhône. Donc, il n'y a pas de difficulté sur le rejet. La difficulté, elle vient sur Nédan, où la station d'épuration doit augmenter ses capacités. On a d'autres petites stations d'épuration aussi qui sont des macrophytes avec des roseaux, etc., qui n'arrivent pas à traiter l'azote, et notamment lorsque le rejet dans le milieu récepteur, il n'y a pas assez d'eau pour diluer. Donc on devra aussi aller vers des travaux importants. Alors je vais aller directement sur une carte. Qu'est-ce qui est prévu dans les 10 prochaines années ? Eh bien, les petites communes qui ont des stations macrophytes, les renvoyer vers le Rhône et la station de Chevrier. Le Rhône est là. Le bassin versant de Nédan, Présilly, Beaumont, eh bien, avec une évolution de la station d'épuration de Nédan. Je vous parlais de ce bassin versant du Salève qui, lui, est connecté à Genève, donc au Rhône. Celui-ci, il n'y a pas de difficulté. Et puis, se posera la question, dans un deuxième temps, probablement après 2029, bien le secteur de Viry, est-ce qu'il faut le faire basculer vers la station d'épuration? Ça fait beaucoup de tuyaux, beaucoup d'énergie aussi. Est-ce qu'il faut faire une nouvelle station d'épuration dans ce secteur-là? Pour l'instant, il n'y a pas d'enjeu, mais il faudra se poser les questions dans quelques années. Donc tout ça, ça a un coût. C'est comme dans les transports, on vit sur nos acquis, sur les routes, et puis à un moment, la démographie fait qu'il faut investir. Et l'apport de population n'est pas suffisant en ressources pour répondre aux investissements. Donc on doit augmenter les ressources. Actuellement, ce que l'on a validé, c'est une évolution du prix de l'eau sur la base d'une inflation annuelle de 1,5%. L'eau en moyenne va augmenter de 2,5% par an jusqu'en 2030 pour financer ces projets. Voilà. Il y a d'autres enjeux sur les transports, il faut trouver des ressources. On l'expliquera, on ne va pas baisser le prix de l'eau. Globalement, il était moins élevé qu'ailleurs en Haute-Savoie, compte tenu de nos ressources et de nos chances. Il y a des secteurs qui sont déjà à 5,50 €. Je ne vous parle pas de la Bretagne, etc., où là, c'est compliqué. Sur Annemasse, c'est moins cher parce qu'il y a l'effet ville, densité, l'efficacité en fait. Nous, on est sur un territoire où certes, il y a de la ville, mais il y a aussi du rural. Et donc, ces kilomètres de réseau, l'énergie, eh bien, c'est pas gratuit. Donc, pour maintenir ce service, eh bien, alors, 2,5%, ça reste modeste. Et puis, on réfléchira à des solutions éventuellement pour mettre des tarifications sociales pour ceux qui ont le plus de difficultés. Voilà, en synthèse, l'assainissement, c'est 75 millions sur les 10 prochaines années.
c'est de la technique, mais ce qui est le plus important à retenir, c'est le changement de mentalité. Tous les secteurs ne pourront pas progresser de la même manière compte tenu des capacités de rejet. Et puis, le projet de territoire qui vise à contenir la croissance, il a changé de logiciel. Ce n'est pas on équipe en fonction de la venue de population. On définit d'abord la quantité de population que l'on peut accueillir et ensuite on adapte des infrastructures. Eh bien, un grand merci Pierre-Jean pour tous ces éclaircissements au niveau du territoire de la communauté de communes du Genevois. Maintenant, on va donner la parole à Christophe Commet pour le territoire de la communauté de communes Ussérone. Donc Christophe Commet qui est maire adjoint développement durable à Contamine-Sarzin. Bonjour tout le monde. Déjà, je tiens à remercier les organisateurs de ce festival de nous avoir conviés. Et là, je vais vous parler d'une petite commune, Contamine-Sarzin. Vous n'avez peut-être même jamais entendu parler. Donc, c'est charmant, vous verrez. Voilà, on se situe donc dans la communauté de communes Ussérone, en frontière du Genevois, du pays de Cruseille. Et comme son nom l'indique, on a les Us qui passent par ici, voilà, qui est la principale rivière de notre bassin versant. On est bordé par le nord par le Fornant. Il faut savoir que ce bassin versant est déficitaire depuis des années en termes d'eau et que ça commence à poser beaucoup de problèmes. Voilà, une ressource qui fait défaut. Donc, ça fait plusieurs années qu'on avait des petites coupures d'eau, d'alimentation d'eau. Donc, tout d'un coup, le haut du village, en termes d'altimétrie, se trouvait démuni. Ceux qui habitaient en bas, pas trop de problèmes. Principalement en 2011, où on a dû instaurer, enfin nos prédécesseurs ont instauré des coupures d'eau pour laisser le temps au réservoir de remonter. Et il y a eu une théorie qu'il y avait des voleurs d'eau à l'époque. Enfin bref, quelque chose d'un peu bizarre quand on connaît un peu la technique. Plus récemment, en juillet 2020, quelques mois, enfin un mois même après notre élection, ben voilà, premier gros problème, plus d'eau dans le réseau, mais plus d'eau du tout. Donc camion-citerne et hop, une noria organisée en urgence pour remplir notre réservoir. Il faut savoir qu'on a une seule source sur la commune. Celle-ci alimente tout notre réseau et on a une interconnexion avec nos voisins qui permet de soulager un des hameaux. Mais c'est nos seules ressources. Là, je suis un peu panique à bord. On a fait un état des lieux. Les plans du réseau dataient de 2010-2011, pas tenus à jour. On ne savait pas ce qui avait été fait depuis, aucun historique. Il y avait bien un système d'alarme sur le réservoir, mais la technologie ayant changé, les ordinateurs ayant été renouvelés, il n'y a plus rien qui fonctionne. Pas d'historique. Et après, on s'est rapproché un peu des gens qui avaient travaillé sur ce réseau, puis nous ont dit « Oh, mais vous inquiétez pas, dès que la pression atmosphérique va changer, l'eau va revenir. » Ah, super. Et d'ici là, on fait quoi? On se roule dans la poussière avec les moineaux? Ça va bien. Alors, on s'est un peu attaché au problème. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Le SCOT annonce un débit d'étiage de 78 mètres cubes jour. On était en plein été, on s'est dit, bon, on doit y être. Sauf que 78 mètres cubes jour ne couvre pas la consommation des habitants et de l'industrie, enfin, pas de l'industrie, mais de nos agriculteurs. Si c'est réel, on a plus qu'un problème. C'est juste pas possible, ça marche pas. Donc, première mesure d'urgence, plus de permis de construire. J'ai perdu le... Non, j'ai retrouvé. Tout va bien. Donc, voilà. Première mesure d'urgence, on a supprimé les permis de construire. On ne va pas creuser encore notre tombe dans le mauvais sens du terme. On recherche des fuites activement. Donc, depuis 2020, on a déjà fait 4 campagnes de recherche de fuites. On n'arrête pas d'en faire. On en trouve toujours des nouvelles. On avait un rendement sur le réseau qui était extrêmement faible. On était péniblement à 60%, ce qui est scandaleux. Mais ce qui est relativement courant, en fait. Et on a pris les premières mesures. Donc, on a quand même mandaté un bureau technique pour avoir une approche complète.
On a rajouté des compteurs de secteur, on a fait des relevés et on a commencé à chercher vraiment où était notre problème. Est-ce que c'était des voleurs d'eau? Est-ce que c'était des fuites en réseau complètement pourri? Est-ce que c'était un problème d'approvisionnement? Eh ben voilà, c'était pas les voleurs, mais c'était les deux autres problèmes, c'est des fuites, beaucoup de fuites et un approvisionnement vraiment déficient. Les premiers résultats, vous pouvez les voir là. Première, c'est le schéma donc, de notre source et de notre réservoir. Aujourd'hui, ça fonctionne. On sait, donc ça c'est une journée où on est tranquille. C'est génial parce qu'on a 40 mètres cubes de marge. On voit qu'on en distribuait, ce jour-là, on a distribué 124, 125 mètres cubes à peu près. Donc tout allait bien. Là, ça nous a permis aussi de commencer à faire les premiers remplacements de petits bouts de réseau à gauche, à droite, où on avait vraiment des problèmes. Là, on a commencé à pouvoir suivre notre réseau pour de vrai. Voilà ce qui s'est passé avec une année de données. Donc ça a été mis en place depuis septembre 21, et là on a septembre 21, septembre 22. On voit en bleu la courbe du haut, c'est la production, et en bas, en orange, la distribution. Cette partie, on voit qu'on a plusieurs mois dans l'année où ça va bien, on n'a vraiment aucun souci. Mais dès qu'on arrive en période d'étiage, on voit qu'on arrive par ici. Les courbes commencent à se rapprocher. Et on a à chaque fois des consommations de pointe. Notre ressource est insuffisante. Donc ici, on se dit, bon, c'est pas grave, de temps en temps, ça dépasse. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir d'ici, on a utilisé notre alimentation de secours. Donc il faut rajouter encore 20 à 30 mètres cubes jour qui ne sont pas comptabilisés dans ce graphique. Donc il faudrait tout remonter d'un ou deux niveaux. Donc là, on est carrément en impossibilité de distribution. Sans ces secours, là, on aurait eu quasiment 3 mois sans eau l'été dernier. Donc, on a beau voir que les pics, c'est les week-ends, on voit surtout qu'on a atteint l'équilibre production-consommation, ce qui n'est pas sans poser des problèmes. On s'est aussi posé la question de l'aspect administratif. Donc là, c'est des extraits de notre PLUI, où c'était bien marqué dans la partie du haut que le bassin versant, il y avait des problèmes, qu'on était déficitaire et qu'il y avait des problèmes de distribution d'eau. Et carrément, l'objectif du contrat rivière pour les US, on doit 750 000 mètres cubes qui manquent. On doit diminuer, maintenir, voire réduire les volumes prélevables. Alors que nous, on est déjà dans le dur. Et là-dessus, notre PLUI nous invite à créer 102 logements supplémentaires, juste dans les OAP. 102 logements, 4 personnes en moyenne, 110 litres par jour. Vous faites le calcul, c'est presque 45 mètres cubes qu'on n'a pas. En plus de ça, on a de nombreuses personnes qui ont des bouts de parcelles en zone constructible. On a plein de zones constructibles. On a une jolie parcelle qui pourrait bien avoir une villa. Mais aujourd'hui, on dit non, il n'y a pas d'eau. Donc ça tend un peu la relation avec la population. On est assis sur une mine d'or, mais on ne peut pas l'exploiter. Parce que comme toutes les communes de la région, on subit de plein fouet la pression démographique. Hop là, pardon. Voilà. Donc, je vous ai remis un petit slide avec les photos qui m'empêchent de dormir. 0 mètre cube de trop-plein. Donc on a pris tout ce qu'on pouvait dans la source, 646 mètres cubes, et on en a distribué 200. Donc là, notre réservoir a fait le taf. La marge était suffisante pour passer la journée. Simplement, si ça se produit un jour, 2 jours, 3 jours, il n'y a plus d'eau. Pire, la partie basse du réservoir, l'incendie, 1,60 m, donc on n'a pas le droit de l'utiliser pour distribuer de l'eau potable. Si on a un incendie pendant la période d'étiage sur la commune, on ne peut plus distribuer de l'eau pendant 2 semaines ou 3 semaines. En hiver, aucun problème, ça suit, mais il faut interdiction de faire cramer sa maison en été.
Donc voilà. Tout ça pour dire que voilà, l'urbanisation, elle est très compliquée chez nous aujourd'hui. Donc on est une des premières communes en Haute-Savoie à être trouvée face à ce genre de problème. Mais malheureusement, avec le réchauffement, je crains qu'on n'aille pas vraiment vers le meilleur. Donc quelle solution pour demain ? Donc, là, j'ai mis quelques pistes, on en a d'autres, donc d'interconnexion avec nos voisins. Mais nos voisins nous demandent d'avoir un réseau en bon état pour s'interconnecter. Ils ne veulent pas donner de l'eau à une passoire, ce qui est normal. Mais même nos voisins à qui on discute, ils disent nous, nos ressources sont aussi baissées parce que l'autre côté du Mont-de-Sion, le Genevois tire à fond sur ses pompages. Et chez nous, ça baisse. Les nappes sont visiblement reliées. Là, je laisserai les hydrogéologues nous expliquer ça. On a toujours eu l'habitude de vivre avec l'impression que l'eau du robinet, c'est facile. Je crois qu'on va devoir apprendre peut-être différemment. On va aussi devoir revoir nos règlements, peut-être plus avoir de l'eau potable dans les toilettes, ce serait peut-être déjà la première des choses, hein, et que ce soit illégal, ça serait vraiment bien. Et puis aujourd'hui, notre problème, c'est pas tant, c'est la distribution de l'eau, mais c'est vraiment du développement durable, c'est de la gestion de la ressource. Voilà, merci. Merci beaucoup Christophe. Donc c'était pour la communauté de communes Ussérone. On va maintenant avoir une présentation de la part de Gilles Mulhoser qui nous vient de l'État de Genève, qui est donc directeur de l'Office cantonal de l'eau du canton de Genève. Merci, bonjour à tous de nouveau. J'aurais pas besoin de la zapette, je crois que c'était le nom consacré. Puisque j'ai pas préparé d'éléments PowerPoint, j'ai essayé. Alors je précise que je suis pas un élu, je suis un technicien ou haut fonctionnaire à l'État de Genève. J'ai la chance depuis 2016 de m'occuper de tout ce qui touche à la question de l'eau. Et puis évidemment, je pourrais vous dire que Genève est en situation particulièrement dorée comparativement à d'autres territoires, puisque probablement c'est nous qui aurons la dernière goutte, sinon le dernier mot, le jour où il n'y aura plus d'eau évidemment sur les territoires voisins. Sauf que cette dernière goutte, on l'enverra en France pour d'autres usages, donc on doit rester en solidarité. Peut-être avant de faire mon exposé qui tiendra en 9 points, puisque j'ai pris 3 enjeux, 3 projets et puis 3 éléments qui nous mettent en dialogue de coopération entre Genève et les territoires voisins. Peut-être un élément de contexte. J'ai eu l'occasion, il y a 2 semaines, d'assister à une synthèse de toute la démarche d'aménagement du territoire qui est faite actuellement entre nos territoires au niveau du Grand Genève pour évaluer qu'est-ce qui va se passer dans notre territoire à 2050. Alors, on m'a donné des chiffres de mobilité, comme je les entends depuis 25 ans. On m'a donné des chiffres de capacité d'accueil, logement, habitat. On s'est engueulé entre les Suisses et les Français en disant qu'on ne fait pas assez d'habitat à Genève, alors qu'on aimerait avoir évidemment plus d'emplois sur France. Messieurs et dames, les élus, vous connaissez ça largement mieux que moi. Je n'ai pas eu un seul chiffre sur l'eau, alors qu'on me dit que la population va passer d'1 million à 1,5 million de personnes dans ce territoire à 2050. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion de signer en présence des élus ou de voir les élus signer une charte transition écologique du Grand Genève. Et sur un des 10 points, il y a la question de l'eau. Vous la connaissez tous par cœur. L'objectif qu'on s'est fixé tous ensemble, c'est d'avoir 100% de nos masses d'eau en 2050 qui soient de bonne qualité. Donc autant vous dire que les 3 enjeux que j'ai choisis sont simples. Le premier, c'est qu'évidemment, il va falloir réfléchir, comme ça vient d'être largement illustré par les 3 territoires qui ont parlé avant moi, de la préservation de la ressource. Je pense que ça, c'est le premier élément. Cette thématique-là était quasi absente de mon office il y a encore 7 ans. Heureusement, la Cour des comptes et quelques députés y ont mis bon ordre en posant la question, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre la quantité d'eau, d'approvisionnement et d'assainissement et la fameuse qualité de nos milieux naturels. Alors, beaucoup de mes collègues parlaient énormément de qualité de milieux naturels, en étant totalement déconnectés, évidemment, de ce qui se passait au niveau des problématiques de l'approvisionnement. Donc, premier enjeu, réfléchir ensemble correctement à l'approvisionnement, sans foncer tête baissée dans la transition écologique. Ça, c'est une posture personnelle.
Je pense que si les systèmes écosystémiques n'arrivent pas à nous délivrer leurs prestations et à supporter la biodiversité correctement, j'ai fait un anglicisme, on aura de la peine à faire la transition écologique. Deuxième élément, je pense, d'enjeu, c'est la qualité. Nos grandes masses d'eau s'améliorent, le Léman, le Rhône, l'Arve. On le dit très souvent, la qualité chimique est bonne. La qualité écomorphologique s'améliore également. Mais étonnamment, la biologie ne suit pas. Il y a beaucoup d'espèces qui ne s'améliorent pas. Et en fait, le constat général, c'est que probablement en 2050, on sera plutôt à 60% de bonne qualité plutôt qu'à 100%. Et vraiment, la grosse difficulté actuellement en termes d'enjeux, c'est de savoir comment on décolle du 50% de milieux de bonne qualité et puis qu'on va vers le 60, vers le 70, vers le 90. Je ne sais pas si un jour on atteindra le 100%. Donc là, il y a une question de qualité. Sur Genève, on est en situation très ambiguë. J'ai dit qu'on aura la dernière goutte, mais malheureusement, la plupart de nos rivières ont pas mal d'assecs. On voit une augmentation systématique des assecs. Vous connaissez les rivières genevoises. On a une douzaine de rivières de petite et moyenne importance. Il n'y en a qu'une seule qui a tenu le coup l'été dernier, c'est la Versoix. Toutes les autres ont connu des assecs et la Versoix a connu un record d'étiage important. Et là, je ne parle pas évidemment ni du Léman, ni du Rhône, ni de l'Arve. Donc, c'est juste vous dire que la manière dont les territoires côté français vont user de leur eau, approvisionner leur population en eau potable et gérer l'assainissement, évidemment, conditionnera énormément la qualité des rivières à l'aval. Et puis enfin, dernier enjeu que j'aimerais évoquer ici, c'est ce qui a été évoqué avec le préfet de région. C'est-à-dire que, pour illustrer un peu mon propos, Genève se trouve sur à peu près, en connexion avec pas moins de 6 territoires qui gèrent la crise sécheresse d'une manière différente. C'est-à-dire que dans les arrêtés préfectoraux qui ont été pris du côté français, Haute-Savoie et Ain, il y a eu évidemment des évolutions très différentes en fonction évidemment de la manière dont les ressources étaient disponibles. Donc Genève se trouve parfois en situation paradoxale d'avoir Thonon qui est déjà en crise, le territoire voisin qui est en vigilance, le territoire voisin qui est en premier niveau d'alerte, le territoire voisin qui est déjà en crise, etc. Et là-dessus, je pense que vous l'aurez tous remarqué si vous avez la chance de passer régulièrement à la frontière. Vous avez des incohérences où il est possible à Genève de faire ce qu'on veut avec sa voiture, avec son jardin et avec son golf, alors que vous n'avez plus le droit de rien faire depuis longtemps. Donc là, il y a des cohérences évidemment à trouver et je rejoins ce que Pierre-Jean a dit tout à l'heure. On a un gros travail de sensibilisation à faire. On l'a fait beaucoup sur la qualité ces dernières années. Je pense qu'on va devoir le faire sur ce qu'on appelle les gestes éco-responsables ou aqua-responsables, on pourrait même dire. Et vous êtes invités tous à venir du 23 au 26 mars au pavillon Cycli. On aura nous aussi notre semaine, je dirais, de la gestion de l'eau autour de la journée mondiale. Ça, c'était les enjeux. Au niveau des projets, alors je ne vais pas vous parler de ce qui marche bien du côté Genève. Le programme de renaturation va se poursuivre. On pourra venir avec des chiffres magnifiques de mètres linéaires qui ont été renaturés. Les accès au lac n'arrêtent pas d'être évidemment améliorés. Toutes les années, on offre quelques mètres linéaires au linge des baigneurs et c'est pris d'assaut entre le mois de juillet et le mois d'août. Donc ces programmes-là se poursuivent. La même chose pour les micropolluants. Patrick, tu as dit tout à l'heure que les normes de la vieille Europe étaient très sévères parfois pour les nations qui souscrivent évidemment à l'Europe. Nous, on a eu la bonne idée en fait de se faire un programme de micropolluants end of pipe. Donc, on va pouvoir livrer la steppe de Villette comme première station d'épuration avec un 4e traitement micropolluant. Il se trouve que c'est une superbe collaboration transfrontalière. Donc là aussi, le pragmatisme qui était évoqué pour la nappe du Genevois se poursuit et je crois qu'on va poursuivre à ce niveau-là, évidemment, entre les collectivités territoriales et puis le canton de Genève. Mais ça, c'est des programmes qui vont avoir lieu, qui sont en projet. Je voulais juste vous parler de 3 autres. Vous aurez peut-être remarqué bizarrement qu'à Genève, on est fan des plans stratégiques, des stratégies biodiversité, climat. On a un plan climat 1, plan climat 2, un plan augmenté. Mais on n'a rien sur l'eau. Il y a plein de gens qui nous ont dit « mais qu'est-ce qui se passe ? Vous ne faites rien sur cette thématique ?»
On a dit non, on est plus fort que ça, on est partout. Donc nous, on a infiltré tous les autres plans stratégiques, mais il devenait quand même intenable de ne pas en avoir un pour nous. Donc on va en développer un qui va sortir, on l'espère, d'ici mois d'avril. 12 axes stratégiques pour l'eau à Genève 2023-2028. Et je pense que sur ces 12 axes stratégiques, on va continuer à faire des passerelles, évidemment avec vous, bien avant de recommencer à réviser nos SPAGE, puisque nos planifications ont montré quand même quelques limites. Au niveau de l'eau potable, on est ensemble à travailler sur une planification transfrontalière. Il y a plein d'éléments qui ont été évoqués, notamment dans la collaboration avec le Genevois. On avait l'espoir de sortir une planification transfrontalière de l'eau potable ou de la gestion des ressources horizon fin 2022, fin 2023. On voit bien qu'on a encore pas mal de boulot, il y a encore pas mal de choses à vérifier dans nos réseaux, dans nos capacités techniques. Donc là, je pense que si on arrive à livrer quelque chose d'ici à 2024, on sera content. Et puis enfin, un élément qui est important et qui vous renseignera sur ce qui se passe pour l'air en fait en aval de votre territoire. On est en train de développer de plus en plus ce que moi j'ai appelé l'animation territoriale. Alors mes ingénieurs m'ont dit, moi je suis ingénieur EPFL, je ne suis pas animateur du Club Med. Et en fait, ils se sont demandé ce que voulait bien dire cette notion d'animation territoriale. Et ça rejoint la question un peu philosophique que j'ai posée aux ambassadeurs de l'air tout à l'heure. Animateur, ça vient de anima. Donc ça veut dire c'est mettre de l'âme dans un territoire. Et en fait, en général, nous, on parle de bassin versant dans nos métiers. Et je pense qu'on pourrait tout autant parler de bassin de vie. Donc ça veut dire que quand nos sociologues et nos urbanistes nous parlent du vivre ensemble, je pense qu'on pourrait prendre le bassin versant comme étant une unité de référence. Ça pourrait être un peu moderne. Et puis se poser d'abord la question, quelle est l'eau disponible dans ce territoire ? Voir dans quelle mesure elle est capable d'animer en fait ce dont nos populations ont besoin en termes économiques, sociaux et écologiques. Et puis là, on pourrait avoir une méthode d'animation territoriale un peu originale. Alors c'est ce qu'on essaie de faire sur l'air. Les 3 grands services de l'État concernés, plus les 6 communes, plus de temps en temps nos collègues de la communauté de communes du Genevois ou de Saint-Julien où les ambassadeurs sont invités. Et puis là, je crois qu'on est en train effectivement de pratiquer une vision un peu plus moderne de la gestion d'une rivière. C'est d'inviter la société civile également à travailler avec nos collaborateurs au quotidien pour examiner les chiffres, voir s'il n'y a pas des nouvelles idées, si on ne pourrait pas faire autrement et autres. Ça, on le fait pour le Nord d'Avril à Genève, on le fait pour l'air. Et la grande ambition, ce serait de réussir à le faire pour le Rhône. Alors, je vous dis qu'il y a pas mal de boulot qui nous attend. Sur les 25 km du Rhône qu'on a sur Genève, par rapport aux 800 km de ce magnifique fleuve, si on arrivait aussi à faire une forme d'animation intéressante pour le Rhône, on aurait réussi quelque chose. Puis enfin, je ne vais pas y revenir parce que vous le faites sur Annemasse également, toute la notion de la gestion de l'eau en ville, faire vivre le triptyque eau, sol, arbres, végétation, biodiversité, pour rendre la ville vivante, rafraîchir les quartiers, etc. C'est vraiment des choses où, si vous voulez chercher des inspirations, vous trouverez pas mal de choses sur nos sites internet. Et puis je terminerai donc les 3 derniers points sur le dialogue et la coopération avec nos voisins. Je pense que le plus important, évidemment, pour nous, c'est de réussir en fait les gouvernances. Parce qu'on l'a dit souvent avec un petit sourire en coin qui avait un millefeuille extraordinaire au niveau administratif français. Et il est vrai que quand on fait la synthèse de tous les outils qu'on possède actuellement pour gérer l'eau dans nos territoires, on n'a pas moins de 40 outils juridiques, instances, accords, conventions et autres. C'est extraordinaire pour un petit territoire comme le nôtre, ça peut inspirer d'autres pays, mais je vous avoue qu'au quotidien, moi j'ai parfois de la peine entre un jour je discute avec l'État français, les mesures qui sont discutées devraient s'appliquer au niveau des EPCI, mais les EPCI ne sont pas là. Le jour d'après, je discute avec les EPCI sur des choses qui pourraient être financées par l'État, mais il faut convaincre l'État qu'on verra peut-être, etc. Donc pour nous, c'est assez compliqué, ça demande beaucoup de ressources. On veut jouer ce rôle de pouvoir jouer la maïzena, pour faire une métaphore de fondue, on va dire comme ça. Mais ça suppose d'y consacrer des ETP, donc des équivalents temps plein. On a engagé une technicienne française pour faire ça, Camille Kerdanet.
une Bretonne d'ailleurs. Pourquoi aller chercher une Bretonne sur les questions de l'eau? Et puis cette personne-là va être dédiée justement à ce travail, notamment faire vivre aussi le protocole d'accord de la CTO, qu'on sera amené à signer au plus tard dans 5 ans, mais je pense qu'on pourrait déjà le moderniser aujourd'hui. Dans ce contexte-là, certains l'ont dit, on manque encore de connaissances, étonnamment, sur pas mal de choses, sur la nappe, mais même sur le fonctionnement de nos cours d'eau. On a parfois des stations hydrométriques qui ne sont pas forcément partagées, forcément calées. Donc là, on aimerait nous réussir à monter un observatoire ou plusieurs observatoires, un pour le Léman, un pour l'Arve, un pour le Rhône, un pour le reste du territoire. Je ne sais pas, il faudra voir les moyens qu'on a. Je ne suis pas un élu, mais mon rêve, ce serait un jour d'avoir un fonds de compensation et de solidarité pour l'eau. Pierre-Jean l'a dit, on a des problèmes parfois de taux de change, on a des choses qui ont largement évolué sur le prix de l'eau. Est-ce que l'eau n'est pas suffisamment une chose qui tient à tous nos citoyens pour que les gens soient prêts à payer le prix et que nous, on soit intelligents ensuite entre nos collectivités pour ne pas faire un fonds de compensation que pour la mobilité, mais peut-être pour l'eau d'abord, parce qu'il me semble que l'eau est bien plus fondamentale que la mobilité. Et puis enfin, je l'ai dit, on a signé une charte du Grand Genève et la question de la qualité, franchement, je ne sais pas comment on va l'empoigner. Je pense que les systèmes écologiques ont une telle inertie que de mesurer correctement la manière dont ça va progresser. Je rejoins l'exposé qui a été fait par nos collègues de Franche-Comté. Quand on fait des projets de renaturation notamment, il faut mesurer, il faut documenter, il faut voir ce qu'on a gagné, voir ce qu'on n'a pas réussi. Et ça va être très important. Donc je conclurai ici parce que je pense que j'ai été trop long. Ce qui m'étonne, c'est qu'il y a encore, on va dire au milieu des années 2015, 2016, 2017, l'approvisionnement par les ressources en eau était déconnecté de toute la discussion sur l'assainissement et le milieu. Moi, quand je suis arrivé dans cette politique publique, j'entendais tout le monde qui disait « faisons gaffe à l'assainissement des eaux usées parce qu'elles se déversent dans le milieu récepteur ». Mais je pense que nos milieux récepteurs vont être sauvés par le fait qu'on gère correctement l'approvisionnement en amont. Et de ce point de vue-là, nous, on sera disponible évidemment avec vous tous pour travailler un maximum sur ces questions. Voilà, je vous remercie. Eh ben, merci à Gilles. On constate que des territoires limitrophes et pourtant des problématiques et des enjeux différents. Alors maintenant, chaque représentant des territoires voisins, est-ce que la gestion de territoires voisins ont un impact direct sur votre gestion de la ressource en eau et quels conseils, quelle orientation vous auriez envie de donner à vos voisins pour pouvoir améliorer et régler et solutionner éventuellement les problématiques et faire face aux enjeux à venir? Je veux juste dire un mot que je n'ai pas dit tout à l'heure par rapport au croisement des courbes entre la démographie et les besoins en eau. On n'est pas encore comme 5500 parce que vous êtes déjà au-delà. Et donc, par exemple, depuis un moment sur Annemasse Aglo, la perspective c'est d'aller chercher l'eau du lac Léman. Et donc, c'est l'interconnexion, alors de pas des côtés des territoires présents, pas avec Genève, mais avec le Bas-Chablais, et de faire une interconnexion. Et je pense que de toute façon, il va falloir faire ça de manière globale sur la Haute-Savoie, de mailler le territoire, puisque c'est pas forcément au même moment que tel ou tel territoire aura des difficultés. Et donc, c'est quand même la perspective, c'est quand même ça, c'est d'interconnecter les réseaux au maximum. Alors, si je peux me permettre, je vais rebondir là-dessus. Effectivement, l'interconnexion va être indispensable. Mais après, il faut la réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, j'ai entendu dire que Cruseille avait dû fermer des puits pour répondre à la réglementation. Résultat, ils importent de l'eau d'Annecy. Donc, il y a un moment, est-ce qu'on ne marche pas sur la tête? Est-ce que la gestion de la ressource ne doit pas se faire à un niveau supérieur et être peut-être imposée ou du moins plus réfléchie que micro-localement, on va dire? Moi, c'est la réflexion que je me faisais en écoutant l'exemple de Contamine Sarzin, que je te disais à l'oreille. C'est la gestion communale a ses limites, et forcément. Et en tout cas, sur notre territoire, ces questions-là,
Ça fait bien longtemps qu'on ne les a plus parce que c'est très sensible, l'eau, c'est maintenant des sources, mono, elle n'est pas chère, elle est bonne, je ne veux pas la donner aux voisins, etc. Enfin, c'est des débats qu'on avait il y a quelques années. Puis à partir du moment où la compétence est transférée, bien, c'est devenu normal, en fait. Et alors qu'une commune tire la langue, peut-être qu'il y a suffisamment d'eau à côté, les interconnexions. La loi l'imposait. Après, bon, il y a toujours au Parlement des sénateurs qui expliquent que la commune, enfin, c'est très important, la gestion communale. Enfin, on en voit le résultat. C'est qu'à plusieurs, on a plus de solutions. Voilà. Et les atouts, ils sont parfois inégalement répartis, injustement répartis. Donc la gestion à plusieurs, c'est finalement tout le Chablais, c'est quasiment toute la Haute-Savoie, sauf quelques îlots de montagne qui restent en gestion communale. Genève, la question ne se pose pas, évidemment, c'est tout cantonalisé. Et donc, on passe à l'étape d'après, raisonner avec nos voisins, lorsque il y a des ressources qui sont uniques, et donc on est en concurrence sur ces ressources-là. Ça peut être le cas sur le lac, si Annemasse va à Genève. C'est le cas sur la nappe du Genevois. Le Rhône, c'est un peu comme la rumeur des voleurs d'eau. Il faut expliquer quand on tire sur le Rhône comment il peut y avoir un impact sur une source à 30 km. Bon. Donc là, on est à disposition pour en discuter, pour essayer d'identifier d'où vient le problème. Mais moi, je ne crois pas une seconde à cette rumeur-là. Ouais, puis je pense qu'il y a un truc qui m'a sauté à l'esprit, en fait, quand on a parlé rivière tout à l'heure, puisqu'on a commencé l'après-midi beaucoup plus sur la question du lit mineur et du lit majeur, et il y a des questions qui sont restées en suspens, et je me suis dit, il est vrai qu'à un moment donné, on réfléchit au fond de la vallée, et puis là, il faut faire les bonnes réflexions, et dans tout ce qu'on discute maintenant, à mon avis, c'est le bassin versant qui est l'entité pertinente. Et maintenant, c'est quoi le bon bassin versant? Est-ce que c'est celui du Rhône et de l'Arve, ou est-ce que c'est déjà le sous-bassin versant en fait de nos différents territoires et de nos différentes rivières? Là-dessus, je laisse 3 points de suspension, mais la solidarité, elle va devoir se définir assez vite. Et à mon avis, on aurait meilleur temps peut-être de faire une gouvernance entre nous qui dit quels sont les bassins versants qui sont sursollicités sur certains plans, que ce soit quantité ou qualité, et puis de commencer à développer notre politique de l'eau peut-être dans cette logique de bassin versant et qui efface obligatoirement la frontière par rapport à ça. Je ne sais pas, c'est à voir. Pour le moment, il y a des auteurs qui écrivent plein de trucs là-dessus, mais on a, à mon avis, des pistes à aller chercher pour découpler en fait notre politique de l'eau en disant au milieu coule la rivière, et puis de la montagne vient la solution, peut-être. Je ne sais pas comment il faut le dire poétiquement, quoi. Juste une illustration de cette solidarité entre les 3 aspects, l'eau, l'assainissement et les rivières. Par exemple, cet été, il y a plusieurs communes de Genevois où on aurait dû couper l'eau. Il n'y avait plus d'eau au robinet s'il n'y avait pas eu ce maillage entre plusieurs communes. Il n'y aurait pas eu d'eau à Collonges, il n'y aurait pas eu d'eau à Archamps. Dans ma commune, à Chênay, il n'y aurait pas eu d'eau. Donc c'est la gestion, c'est la limite du domaine de la gestion communale, non pas telle ou telle commune, mais de manière générale, une commune toute seule par rapport à ses voisines. En eau potable, les forages, ils sont plutôt en bas. Les rivières, voilà, ça coule du haut vers le bas, donc les forages sont plutôt en bas. Et ces communes ont des avantages par rapport à des communes qui sont en haut. En eau pluviale, la commune qui est en bas, elle a des inondations, ce qui est peut-être moins le cas de la commune qui est en haut. Donc selon et un assainissement, bien, la commune qui est proche de la rivière, elle a plus de capacité de rejet, etc. Et donc, appréhender le cycle de l'eau sur l'ensemble de ses compétences, on voit bien que sur certaines compétences, une commune a de grands atouts et elle a de très grandes carences. Et inversement, pour une commune qui, quand je dis en haut, c'est en altitude, bien évidemment, voilà, surtout dans nos secteurs de montagne. Donc, cette solidarité, par une gestion unique, elle s'effectue. On ne se pose plus de questions au bout de 10, 15 ou 20 ans. Mais si ce n'est pas traité avec cette vision d'ensemble, on voit nos atouts. Mais le jour où il y a des problèmes, et puis on rentre dans une période à risque avec des réchauffements et tout un tas de trucs, eh bien, quand on est fort tout seul sur ses atouts, mais quand on a des problèmes, eh bien, on regarde à côté. Et si on n'a pas cultivé cette solidarité, on ne s'en sort pas. Alors, petite réponse. Il y a quelques années, l'assainissement est sorti de la commune pour aller à l'EPCI supérieur, la communauté de communes. Ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu,
c'est qu'à partir du moment où on est petit et en grand territoire, une faible densification, on est oublié. On est très vite oublié. Et la peur de beaucoup de communes, et ça je les comprends, c'est que si l'eau fait la même chose, eh ben, on va prêter aux riches. C'est-à-dire que nous qui avons un grand réseau pour très peu de monde, il coûte cher à entretenir. Et est-ce que le PCI supérieur va mettre cet argent alors qu'il a des centres, des bourgs qu'il va devoir alimenter? C'est pas gagné. En tout cas, c'est l'expérience qu'on a sur l'assainissement. Chacun a ses expériences. Moi, je peux vous donner un exemple. Sur Saint-Julien, le quartier que j'évoquais tout à l'heure, derrière le lycée, plus de 1000 logements. Ça a rapporté 2 à 3 millions de taxes pour un tuyau qui va directement à Genève. Eh bien, c'est la ville qui a payé les stations d'épuration dans les villages. C'est comme ça que ça s'est passé. Alors, on pourrait discuter d'autres exemples. Je n'ai pas d'avis à donner sur ce qui se passe ailleurs parce que je ne connais pas le contexte. Mais effectivement, c'est un risque si on ne fait pas cette solidarité, on ne prévoit pas des infrastructures pour tout le monde dans la limite du raisonnable, parce que prévoir des réseaux partout, on se retrouve avec des... Enfin, à un moment donné, les villes denses, il y a des limites. Elles ne peuvent pas financer à perte des réseaux partout dans les villages. Eh bien, merci beaucoup. Je crois qu'on peut les applaudir, nos représentants des territoires.